10h30, bonjour à tous. On va attendre une ou deux petites minutes pour que tout le monde arrive. On va démarrer. Après, il y a le replay, donc surtout n'hésitez pas. Donc, enchanté pour ce webinaire autour de l'approche multi-cloud NXO. Donc, je me présente, Samuel Paulet, je suis responsable solution chez NXO en charge du développement des offres autour de tout ce qui est infrastructure IT, data center et cloud. Le webinaire d'aujourd'hui, donc on aura une présentation d'une demi-heure qui va aborder ces 3 points, hein. Donc, l'agilité du cloud, les différentes approches avec les enjeux et les contraintes notamment. Cas d'usage autour de l'hybridation du SI, on parlera notamment sécurisation de la donnée. Et en troisième point, le cloud de confiance. Donc effectivement, découvrir comment NXO aborde cette approche externalisation, hybridation des infrastructures SI dans un cloud dit de confiance. Pour démarrer, un petit sondage pour mettre un peu de dynamique. Donc, normalement, vous devez avoir un petit onglet sur votre droite pour effectivement avoir un peu votre vision aujourd'hui, comment par rapport à votre récit, ce que vous avez aujourd'hui ou potentiellement dans votre idée sur cette approche hybridation cloud. Donc le sondage est en cours. Super, effectivement. C'est intéressant. Donc, effectivement, les entièrement on-prem, entièrement cloud, plutôt à 13%, et puis une approche majoritairement à 63% sur de l'hybride, hein, avec une majorité, en fait, une prédominance de l'aspect on-prem, ce qui est effectivement assez ce qu'on constate aujourd'hui, hein. Dans les statistiques, on estime qu'il y a 80% des clients qui ont une approche multi-cloud aujourd'hui. Et alors sur le marché français notamment, ce qu'on constate effectivement, c'est encore une forte dominance de l'on-prem, de toute façon qui va se maintenir, hein, d'après les études les études qu'on lit. Donc effectivement, donc on arrivera à 60 d'hybridation cloud, ce qui est effectivement la tendance en ce moment et ce qui est notamment l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation en tout cas. Donc les différentes approches du cloud. Aujourd'hui, effectivement, on a un terrain de jeu, si je peux dire, qui est assez intéressant, hein. Aujourd'hui, on a l'on-prem, hein, qui est connu historiquement, donc avec les problématiques qui seront de la gestion totale de l'infrastructure, hein, que ça soit l'énergie, les clims, la sécurité aussi bien physique que informatique, la gestion des serveurs physiques, virtuels, la virtualisation. Notamment, on en discutera tout à l'heure avec l'aspect VMware aujourd'hui, qui crée pas mal de remous. Tout l'aspect stockage. Donc effectivement, toutes ces technologies-là nécessitent de la maintenance appuyée, un niveau de supervision et d'exploitation important, et notamment un besoin de compétences très diverses, parce qu'effectivement, on va se retrouver avec l'entièreté du SI, donc toutes les couches, à gérer effectivement dans des infrastructures on-prem. Après, on va retrouver les approches cloud, alors que j'ai voulu présenter sous 2 pans, hein, plutôt les aspects cloud privé mutualisé et les aspects hyperscaler.
Cloud privé mutualisé, effectivement, on va consommer, enfin la plupart du temps, la couche, sous-jacente donc d'infrastructure sera cachée sera exploitée par l'hébergeur et effectivement, ce qu'on va, c'est consommer la plupart du temps du serveur virtuel, de la sauvegarde, potentiellement de la sécurité, de l'interconnexion et donc en fait, on va plutôt consommer du service. Alors plutôt sur une approche, IaaS effectivement, enfin d'une manière majoritaire, hein, sur l'aspect cloud privé, alors que sur l'aspect hyperscaler, on va retrouver effectivement plutôt une consommation en mode service et là, on va venir effectivement, consommer des services qui ont été préfabriqués par les hyperscalers. Donc et quasiment systématiquement dans des environnements mutualisés. La différence avec les hyperscalers effectivement, c'est qu'ils vont vous pousser vers, des modélisations, IaaS, qui est pas forcément leur intérêt. Par contre, plutôt pousser vers du PaaS et du SaaS, où en fait l'objectif, ça sera potentiellement de reformater les applicatifs pour, utiliser enfin de favoriser l'adoption des nouvelles technologies. Le problème, c'est ce qu'on verra sur le slide juste après, c'est cet aspect, faut faire attention à cet aspect interopérabilité entre les clouds. Effectivement, ne pas tomber dans ce qu'on peut appeler du vendor locking. Donc, être toujours en capacité de ressortir ces infrastructures SI, notamment pour pallier, des augmentations de prix ou des failles de service ou des failles de sécurité. Dans les approches financières, effectivement, sur l'on-prem, on reste encore sur du CAPEX, bien que, les différents éditeurs s'orientent au maximum vers de l'OPEXisation. Par contre, effectivement, sur du cloud, hein, et là, on retrouve, les consommations plutôt au paiement à la demande et on se retrouvera effectivement sur des mécanismes plus OPEX. Alors maintenant qu'on a dressé effectivement le panorama actuel du cloud, c'est qu'est-ce que moi, en tant que client, je choisis comme modèle, en fait, par rapport à ces différentes briques. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, en fonction de l'applicatif et en fonction des SI clients, il n'y a pas de réponse unique, en fait, à cette problématique-là. Ça veut dire que l'on-prem, et c'est ce qu'on voit dans les études, hein, ne va pas disparaître. Ça veut dire qu'effectivement, il va baisser en proportion, dans les SI clients, mais on va toujours en fait trouver effectivement des applicatifs donc soit très standardisés, par exemple des vieux systèmes qui sont là pour faire tourner notamment des chaînes de production, ce genre de choses qui sont très difficilement, déplaçables ou alors des applicatifs très faible latence, des problématiques de débit internet ou dans certains cas, des dépendances très fortes du hardware. Donc là, effectivement, dans ce cas-là, il faut effectivement que les serveurs soient adaptés à l'applicatif qui qui est porté effectivement sur ces serveurs. En termes de contexte, on sera effectivement sur des aspects plutôt historiques où ce qu'on voit, c'est les investissements existants qui sont effectivement la plupart du temps décalés dans le temps, qu'il faut effectivement, enfin, trouver le bon ratio. C'est effectivement la problématique de cette passation dans le cloud. Et là, on va retrouver effectivement les clouds privés et hyperscalers où, les clouds privés, on sera encore sur de l'applicatif, standard ou monolithique, hein, des applicatifs qu'on n'aura pas forcément volonté de reformater, de containeriser, par exemple. Ça peut être tout ce qui sera sauvegarde externalisée, archivage. Je pense que la plupart des personnes autour de ce call ont effectivement des systèmes, enfin des solutions de sauvegarde externalisée, hein et ça, on le verra juste après, notamment les notions PRA, PRA as a service ou disaster recovery as a service. Qu'est-ce qui va pousser les clients à passer sur du cloud privé mutualisé? C'est notamment les aspects réglementation et conformité, alors notamment sur le marché français ou européen. Cet aspect, alors on va retrouver des normes telles que HDS ou SecNumCloud pour les contraintes les plus fortes. Mais effectivement, ce sont des infrastructures qui ont des degrés de conformité qui sont tellement élevés que reproduire ça en interne, effectivement, ça représenterait un coût pas forcément très intéressant en fait, en termes d'investissement. On est sur de la démarche d'externalisation, c'est ce que vous nous avez montré dans le sondage du début, hein. Une externalisation de toute une partie du SI, effectivement, la volonté de soit déléguer la gestion, effectivement, ou de s'affranchir de l'aspect exploitation de l'infrastructure. Et sur les hyperscalers, alors là, on va chercher plutôt effectivement l'agilité, hein, l'agilité du cloud public dans le paiement à la consommation, paiement à l'heure de consommation. Donc ça sera principalement, les nouveaux déploiements. La containerisation, effectivement, aujourd'hui, ce sont les plus avancés pour proposer des plateformes potentiellement de PaaS, de solutions de gestion, managées effectivement des containers.
De la sauvegarde externalisée, archivage, effectivement, tout ce qui sera PRA as a service ou DR as a service. Les débordements de stockage, hein, ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent arriver aujourd'hui. Ça veut dire que, les clients vont, renouveler leur infrastructure on-prem sur la ligne de base de consommation. Par contre, tout le décalage de consommation, le surplus, eh ben, effectivement, ils vont utiliser des mécanismes de consommation à la demande, effectivement, pour ne payer que le surplus. C'est là, effectivement, que, réside tout l'intérêt, de ces approches-là. Sur les règlements conformité, c'est effectivement, enfin, les hyperscalers ont certaines certifications, alors pas toutes. C'est vrai que sur le marché français, il y a ce besoin de souveraineté de la donnée, notamment, qui est très présent, hein, dans le retour d'expérience. Et encore une fois, des externalisations, toute partie du SI. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est que dans les SI clients, il y a effectivement les 3 pans, en fait, qui sont quasiment systématiquement chez les clients. Ça veut dire qu'on n'aura pas une solution unique par rapport à cette approche cloud. Elle sera, effectivement customisée par rapport à vos besoins, et nous, la préconisation qu'on fera, c'est de faire tourner le workload applicatif là où il est le plus, pertinent de le faire tourner en termes de performance, en termes notamment de coût. Les hyperscalers répondent à une problématique, effectivement, de besoin d'agilité, de sites très dynamiques de type, de sites, de e-commerce, ou par exemple de rendu graphique. Ça, effectivement, de toute façon, la M, c'est là qu'elle tournera le mieux, hein, l'applicatif, c'est là qu'elle sera le plus adaptée en termes de ratio coût. Effectivement, sur des applicatifs plus standards, plus monolithiques, ça, les passer sur du cloud public, ça n'a pas un intérêt financier particulier. Par contre, effectivement, déléguer cette partie-là, notamment en termes de patching, en termes de sécurisation, en termes de suivi de l'AVM et de la supervision, ça, effectivement, ça peut être intéressant de le basculer sur du cloud privé. Et après, il y a cet aspect, virtualisation aussi, hein. On voit que VMware, que les licences ont pris effectivement en termes de tarifs. Est-ce que c'est potentiellement intéressant de déléguer chez des prestataires qui ont des contrats cadres? Et donc ça peut être effectivement des moteurs aussi, en fait, sur l'hybridation du SI. Les enjeux, de cette, hybridation, hein, on est quand même dans une optimisation du ratio prix. Alors c'est bien un ratio, ça veut dire que c'est pas une optimisation que du prix. Je pense qu'effectivement la performance est toujours à prendre en compte, parce qu'on a ça, c'est ce que je redirai après, mais le cloud, public notamment, c'est pas magique. Ça veut dire qu'il y a des considérations à prendre, des contraintes à analyser. Ça sera mon slide de juste après. Renforcer l'interopérabilité des clouds, effectivement, notamment les hyperscalers, ils auront tendance à pousser vers, une consommation massive de leurs services. Par contre, il faut toujours garder en tête que quand on va trop loin, en fait, dans le reformatage de l'applicatif, c'est très compliqué, en fait, de le rebasculer, de le refaire sortir du cloud. Donc je pense que c'est effectivement un point à prendre en compte. Gagner en compétitivité et efficacité, on est dans des démarches cloud, on est dans la digitalisation des entreprises. Effectivement, il faut qu'on soit rapide, le time to market le plus optimisé possible. Par contre, sans oublier la sécurisation des environnements hybrides. Maîtriser les solutions, hein, c'est sûr. L'on-prem, ça nécessite, des ressources très variées. Un peu moins effectivement sur du cloud privé, parce qu'on va déléguer, une partie effectivement de cette exploitation-là. Sur les hyperscalers, c'est encore particulier, parce qu'il faut réacquérir des nouvelles compétences pour maîtriser ces environnements-là. Et j'avais gardé le dernier pour la fin, mais engager sur une stratégie pérenne. Effectivement, aujourd'hui, on l'a vu, hein, notamment avec le rachat de VMware, que se dire que sur 5 ans, mon système, je sais vers quoi je m'engage, c'est devenu effectivement potentiellement très compliqué. Donc, s'engager effectivement aujourd'hui sur des technologies, ça peut paraître compliqué. C'est tout l'intérêt potentiellement de déléguer ce risque, en fait, à un partenaire de confiance. Les contraintes du cloud, d'une manière générale, Heu, ce que j'essaye effectivement d'expliquer à nos clients, c'est que, le cloud n'est pas un environnement, tiers séparé du SI. C'est-à-dire qu'il faut le considérer comme un site distant. Ça veut dire, effectivement avoir le même degré d'exigence qui soit appliqué aussi bien sur les infrastructures on-prem que sur les infrastructures cloud. Et ça nécessite notamment en termes de sécurité et de conformité, d'avoir des zones de contrôle, effectivement, des suivis de vulnérabilité, mais surtout une globalisation de la politique de sécurité. Ça veut dire que quand j'analyse la sécurité de mon SI, il faut évidemment que le cloud public fasse partie du SI et pas qu'il soit considéré comme un site complètement isolé. En termes de performance, on met des applicatifs sur des sites distants. Effectivement, il y a des systèmes internes qu'on ne maîtrise pas de bout en bout. Cette performance est évidemment importante, et encore une fois, on s'attend à autant de performance,
en termes de suivi de performance, notamment sur de l'on-prem, que sur du cloud. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on passe dans le cloud qu'on doit perdre en performance et notamment en interopérabilité. Donc là, on va retrouver toutes les problématiques, notamment de connectivité, hein, et il reste les couches sous-jacentes de réseau et de sécurité. Et notamment, c'est comment je pilote ma politique de sécurité de bout en bout. C'est-à-dire que quand je génère des workloads sur le cloud public, et bien effectivement, il faut que, en termes de problématiques réseau, qu'ils soient raccordés d'une manière aussi optimum que si c'était sur de l'on-prem. Et évidemment, comme on est sur des approches multi-cloud, ce qu'il faut, c'est avoir la visibilité. Alors aujourd'hui, on parle d'observabilité. Et quand on est en multi-cloud, effectivement, on ne peut pas se satisfaire effectivement d'avoir des consoles de supervision sur chaque hyperscaler. Donc tout l'intérêt, effectivement, d'avoir des solutions qui nous permettent d'avoir une vision centrale de tout ce qui est consommé, et notamment en termes de consommation de ressources et notamment en termes de coûts. Le positionnement, NXO en termes de multi-cloud, donc NXO historiquement, effectivement, on est plus connu sur la partie collaboration et sur la partie, réseau d'entreprise, et en fait, on met à profit toutes ces connaissances-là pour aborder cette problématique multi-cloud. Donc cette maille-là que vous voyez au centre, effectivement, avec l'aspect, performance, observabilité et sécurité avec notre, BU cyber dédié à ces problématiques de cybersécurité, et effectivement, on va prendre en compte aussi bien les infrastructures on-prem du client, que les infrastructures qui seront hébergées chez nous dans nos data centers que je vous présenterai juste après, que les problématiques de sécurisation et accès aux applications SaaS, et évidemment tout le cloud public. Donc aujourd'hui, nous principalement, on travaille avec AWS, avec Azure et OVH, notamment pour les problématiques de SecNumCloud. Donc en fait, comme vous verrez après, comme on a un niveau de service qui est homogène, c'est-à-dire qu'on peut très bien être calqué aussi bien sur de l'infrastructure on-prem, du cloud privé mutualisé ou de l'infrastructure cloud public. Les différents cas d'usage. Donc aujourd'hui, effectivement, une des problématiques majeures, et ça on le verra juste après, c'est la capacité effectivement de résilience de mon SI. Aujourd'hui, c'est le cas qui se présente effectivement quasiment majoritairement. Ça veut dire que j'ai confiance en des infrastructures cloud qui sont effectivement super sécurisées. J'ai de l'on-prem, comment je m'assure de la continuité de service, en fait, notamment en cas de panne, d'incident ou d'une attaque, hein. Donc là, on va retrouver tous les concepts de plan de continuité de service et plan de reprise d'activité, avec effectivement des réplications asynchrones de la donnée pour être en capacité de retourner, de restaurer un système qui est considéré comme sain. Donc effectivement, là, on aura tous les mécanismes d'analyse de la sauvegarde, de contrôle que la sauvegarde est saine, effectivement, avec des passages en bande test pour vérifier que ce qu'on sauvegarde, ce qu'on a sauvegardé, effectivement, est sain. Donc des réactions rapides à une attaque du système d'information. La directive NIS2, ça c'est mon slide juste après, et NIS2 effectivement impose, enfin c'est une directive, de disposer d'un plan de reprise de continuité de service. Et globalement, effectivement, la plupart du temps, si les clients font appel à des cloud providers, c'est surtout pour se rassurer aussi, hein, se dire que mon SI, eh ben, il est en capacité de redémarrer sur une infrastructure que je délègue de toute façon à un prestataire. Chez NXO, on aura deux approches. On aura l'approche proactive, donc là avec des sauvegardes externalisées de type managé. Ça veut dire qu'on a des équipes derrière qui vont vérifier que la sauvegarde a bien été effectuée et qu'elle est conforme. Définition et mise en place de PRA de service, donc aussi bien sur l'aspect procédure que sur l'aspect infrastructure et plan de restauration, et des services managés complètement homogènes entre l'on-prem et les différents clouds. Les solutions plutôt réactives, hein, ça veut dire que là, on a soit des équipements on-prem qui sont en capacité de détecter les anomalies comportementales dès qu'il y a par exemple, il y a du cryptage sur la donnée. Effectivement, tout ce qui sera démarrage orchestré, et encore une fois, tout ça avec des équipes NXO multi compétentes pour vous accompagner sur ce service manager. La conformité NIS2, hein, je pense qu'on y est tous très attentifs, hein, qui va démarrer fin octobre 2024. Et donc, parmi ces directives, il y a la troisième qui considère la continuité des activités. Et effectivement, ce que ça décrit, ça veut dire que les entreprises doivent pouvoir présenter un plan de reprise d'activité et notamment la gestion de la sauvegarde. Et quand on rentre un peu dans le détail, effectivement, donc ça sera protéger les accès à la sauvegarde, multiplier les copies. Donc effectivement, à minima le 3-2-1, donc 3 copies de la donnée sur 2 supports différents, dont un
et externalisé ou encore mieux, donc ça, c'est effectivement ce qu'on voit arriver de plus en plus, hein, depuis plus d'un an, c'est le 3-2-1-1-0, donc le 1 pour tout ce qui sera immuabilité et le 0, c'est notamment le 0 erreur en cas de restauration. Externaliser au moins une copie, chiffrer et sauvegarde et le PRA-DR. Ça veut dire que sur tous ces aspects-là, NXO est en capacité de vous, accompagner. Donc ça, tout ce qui sera externalisation de la sauvegarde, je le présenterai juste après. Le chiffrement pareil et le PRA aussi. Donc dans les faits, effectivement, NXO vous propose effectivement, le NXO Cloud qui est un cloud de type, cloud souverain, hein, donc entièrement, basé en France et géré par les équipes NXO. C'est NXO qui les a déployés, qui les maintient et qui a en fait tout le scope et ça, c'est vraiment une force d'NXO. Ça veut dire on est en capacité de vous accompagner sur toutes les briques IT, aussi bien la cyber, sur les réseaux d'interconnexion, sur les aspects infrastructure IT et potentiellement sur les aspects, collab parce qu'historiquement, c'est vrai que ça fait partie de nos métiers. Donc les 5 points forts, hein, proximité, c'est vrai que NXO est une boîte, française, hein, donc on a vocation à être au plus proche de vous, ça veut dire que d'avoir des contacts, hein, pas tout forcément numérisé. La flexibilité, donc en termes de réactivité par rapport à vos demandes, mais notamment en termes de, consommation. Ça veut dire que nous, notre offre, elle est basée sur une offre qui peut varier à la hausse, mais aussi à la baisse. Ça veut dire qu'on comprend effectivement que vous pourriez avoir potentiellement quelques applicatifs qui basculent, par exemple, dans le SaaS ou qui sont arrêtés par obsolescence. Ben ça, effectivement, on comprend tout à fait. Donc il n'y a pas d'engagement de volume, ça veut dire qu'on tolère la baisse, effectivement. Une optimisation des coûts parce qu'effectivement par rapport aux équipements qu'on a positionnés, par rapport aux maintenances de ces équipements-là, la supervision qu'on fait dessus et vous le verrez après, notamment ce suivi de cyber sur ces infrastructures-là, ça représente effectivement quand on compare, par rapport à une exploitation, complète, on-prem. Fiabilité et sécurité, donc une infrastructure qui est, supervisée H24/7/7 et vous le verrez notamment par notre SOC qui pilote aussi bien les clients que nos infrastructures. Et efficacité, fort de 7 ans d'expérience effectivement, délégué à un infogérant, nous on s'engage effectivement sur cette efficacité opérationnelle. Les infrastructures NXO, donc c'est, distante de 20 kilomètres, hein. C'est du matériel qui a été, entièrement refondu en début d'année, donc tout le système est complètement neuf. Sur une architecture qui a fait ses preuves, on retrouve des architectures, 3 tiers, heu, donc socle entièrement redondant et c'est la garantie, donc nous on s'engage sur des SLA 99.9. Externalisation quotidienne, donc ça c'est ce qu'on applique sur les, sauvegardes qui sont, des assets qui sont positionnés chez nous et effectivement, on a le SOC et le NOC NXO, hein, qui sert à tous nos clients, NXO d'une manière générale parce on est intégrateur de solutions IT, hein, et aussi bien qui servent aussi bien pour nos clients que pour nos infrastructures. Et encore une fois, c'est, une infrastructure qui a été déployée et maintenue 100 par les équipes NXO en France. Sur cette approche multi-cloud NXO, hein, comme je le disais en introduction, c'est un pilotage homogène des infrastructures. Donc, les services que je vous présenterai juste après, ils sont aussi bien valables sur de l'on-site que sur du cloud NXO, que sur du cloud public. C'est-à-dire qu'on pourra appliquer ça aux différents assets. Ce qui permet effectivement, nous, notre vision, hein, stratégique, ça veut dire que nous, vos, différentes charges de travail, c'est de vous proposer, de vous aiguiller dans le positionnement le plus adapté et notamment assurer cette bascule des assets entre ces différents clouds. Si on voit qu'effectivement il y a des VM qui ont des consommations très sporadiques, ça effectivement c'est potentiellement plus intéressant de les basculer dans du cloud public. Par contre, si on voit qu'effectivement c'est une consommation plutôt monotone et plutôt monolithique, ça c'est plutôt potentiellement intéressant de plutôt le remettre sur des infrastructures plus standards. Et en plus de ça, on va vous proposer donc du service managé, sur notamment tout ce qui sera patching, alerting proactif, hein, sur les failles de sécurité et correction, au plus tôt par rapport effectivement à vos prérequis de production évidemment. Et par rapport à tout ça, ça sera de la politique réseau et sécurité centralisée, donc une vision centralisée de votre infrastructure multi-cloud, l'observabilité de bout en bout et afin d'optimiser les déploiements
et les rendre beaucoup plus agiles du déploiement piloté par automatisation ou infrastructure as a code avec notre entité, notamment NetDevOps, qui est une BU dédiée chez NXO en charge de ces aspects-là. Notre offre, effectivement, une des plus-values, c'est qu'elle est basée sur des unités d'œuvre, ce qui la rend lisible et prédictible. C'est-à-dire que quand on va chiffrer par exemple de l'AVM, eh ben, le coût qu'on va vous présenter, c'est un coût auquel on s'engage. Ça veut dire que rien n'est masqué. Vous avez effectivement les coûts qui sont décrits VM par VM et notamment c'est totalement granulaire. C'est-à-dire que le niveau de service que vous allez mettre sur une VM, vous pouvez bien très bien en prendre une autre avec différents SLA, différents plages horaires sur une autre. Donc, des unités d'œuvre découpées en trois pans, hein, des unités d'œuvre d'initialisation, tout ce qui est les frais de mise en service, l'infrastructure et le service management. Les unités d'œuvre d'infrastructure, donc là, on va retrouver effectivement des concepts très infrastructure as a service, hein. Donc du serveur virtuel avec un nombre de vCPU, RAM et du stockage, sachant que chez nous, le stockage est 100% SSD. C'est-à-dire qu'il n'y a pas différents niveaux de tiering, ça veut dire que le prix affiché sera directement du stockage full flash. De la sauvegarde avec différents mois avec différentes périodes de rétention et une partie hosting. Alors, on n'a pas vocation à hoster des serveurs, hein, ça, il y a d'autres personnes qui le font bien mieux que nous. Mais par exemple, les cas d'usage, c'est par exemple, il y a une partie de l'infrastructure qui est positionnée chez nous. Par exemple, vous voulez étendre le MPLS, le réseau intersite, et ben, on va positionner par exemple du hosting pour positionner soit le routeur opérateur ou c'est potentiellement votre firewall hein, que vous avez déjà investi, qui a nécessité de le basculer. Ben, ça, effectivement, dans ce cas-là, on viendra le positionner dans nos baies. Mais ça, encore une fois, ça n'a pas vocation à hoster tout un SI dans nos infrastructures. Et puis évidemment, la possibilité de faire de la réplication, hein, du PCI entre nos deux data centers. Les différents niveaux de service qu'on va avoir hein, sur l'infrastructure, donc découpés en 4 pans. Alors ça, c'est les 4 niveaux de service principaux. Effectivement, après, il y en a des secondaires en fonction des besoins spécifiques. Mais là, vous allez retrouver effectivement la schématisation du partage de responsabilités. Toutes les couches basses, effectivement, ça seront gérées par NXO et après, en fonction de vos différents besoins, et ben, effectivement, on prendra le plus ou moins en fait la responsabilité sur les différentes couches supérieures. Sur le MCO 6 base, donc on s'occupera jusqu'au système d'exploitation. Donc en l'occurrence, là, on va retrouver quand même tout ce qui est la gestion de demande de changement, tout ce qui sera l'application des patchs, application des correctifs. Ça veut dire que notamment par rapport à notre SOC, notre NOC, et par rapport à notre suivi des différentes failles de sécurité, et ben, en fait, on corrigera quasiment immédiatement dès que vous nous aurez donné le go, en fait, pour patcher les serveurs. Donc il y a tout cet aspect supervision. Donc évidemment, on supervisera le stockage, le réseau, la consommation CPU RAM des VM, ça c'est classique. Mais là, effectivement, on ira plus loin. Ça veut dire qu'on ira jusqu'à superviser l'OS, que ce soit du Linux ou du Windows en l'occurrence. Et après, effectivement, plus on avance, au plus on va prendre en charge les différentes responsabilités. Alors sur MCO6, c'est Anixo qui ont en charge la relation avec les couches supérieures, c'est-à-dire que c'est nous qui avons en charge la gestion du ticket, jusqu'à les niveaux les plus à droite, où là, c'est directement Anixo qui prend en charge la totalité, effectivement, de l'exploitation du système. Après, on a des services qui sont annexes, hein. Donc là, on va retrouver effectivement notre offre d'externalisation de backup pour répondre à la problématique 3-2-1, donc qui correspond en fait à un backup copy de vos VM sur nos infrastructures. Donc on va copier, enfin on va déplacer, effectivement, faire une copie de la sauvegarde sur nos infrastructures, donc entièrement chiffrées. L'avantage de nos offres par rapport notamment aux offres de cloud public, c'est que nous, il n'y a aucun coût caché. Dès que vous mettez des infrastructures sur le cloud public, hein, dès que vous sortez de la donnée, ils vont vous le facturer. Nous, c'est pas le cas, ça veut dire que le coût, il est très lisible. Encore une fois, c'est à la VM et au stockage consommé et le prix qui est affiché ne bougera pas. Ça veut dire que vous avez même la restauration qui est comprise dedans et encore une fois, c'est un service managé, donc nous, on a des équipes derrière qui vérifient. D'ailleurs, on audite votre infrastructure, on met à jour si nécessaire, on fait des préconisations sur la configuration à l'état de l'art
et on a un suivi quotidien des VM. Ça veut dire qu'on vérifie que tous les matins que, les sauvegardes ont bien été réalisées et si c'est pas le cas, on vous contacte directement et on vérifie pourquoi ça n'a pas été le cas. Un pendant effectivement de backup as a service, c'est l'offre qui consistera à backuper toutes les données M365, hein. Il est important de savoir que de base, dans M365, il n'y a pas de mécanisme de sauvegarde comme on pourrait l'entendre sur de l'on-prem. C'est-à-dire qu'il ne s'engage toute la donnée que vous allez basculer sur M365, c'est vous qui en êtes responsable. Donc aujourd'hui, effectivement, il est essentiel de sauvegarder ces données-là. Et donc là, en l'occurrence, sur cet aspect-là, on fera de la sauvegarde directement de cloud à cloud. Et là, donc il y a pas de coût caché non plus. Sauf potentiellement avec les coûts API de Microsoft 365, mais ça, effectivement, c'est discuté lors des phases d'audit et de mise en service, notamment sur les conversations Teams, où il n'y a pas forcément intérêt à sauvegarder ce type de données qui génèrent énormément de requêtes API. Donc, on peut optimiser ça. Et encore une fois, c'est très lisible, hein, c'est à l'utilisateur. Et chez NXO, c'est tous les services qui sont compris dedans. Ça veut dire que vous allez retrouver Exchange, SharePoint, OneDrive et Microsoft Teams qui sont compris dans l'offre. Donc, c'est pas une offre à tiroir. Ça veut dire que de base, on a tous les services M365 qui sont compris dedans. Et une fois effectivement qu'on a fait ce sauvegarde, le but c'est de potentiellement être en capacité de redémarrer toute partie du SI en mode PRA ou DR as a service. Donc là, sur ce mode de chiffrement-là, ça veut dire qu'effectivement, vous n'allez pas devoir payer la totalité du SI, hein, parce que c'est un SI qui est en attente de redémarrage. Donc effectivement, il y a une économie en termes de coûts. Donc il y aura un accompagnement sur l'aspect rédaction des procédures, notamment de PRA. Et ce qui est important, c'est qu'on a des tests qui sont inclus. Donc il y a un test annuel qui est inclus dans notre tarification. Ça veut dire que dans la proposition qu'on pourra vous faire, eh ben, on met en œuvre un test en, en taille réelle, je dirais, sur le démarrage du SI. En parallèle de ces différents services annexes, hein, on, effectivement, nous, notre approche application, la performance applicative ou expérience utilisateur est très importante. C'est pour ça qu'on aura deux solutions, effectivement, pour apporter beaucoup plus de visibilité. Alors, au-delà de l'aspect réseau, hein, par des sondes, effectivement, ce qui peut être assez courant, mais c'est apporter de la visibilité sur notamment tout ce qui est applicatif qui va transiter sur votre infrastructure cloud. Et le deuxième pendant, c'est tout ce qui sera effectivement analyse de l'expérience utilisateur par des robots qui en fait vont tester de bout en bout la connexion à l'applicatif, le lancement de l'applicatif, tester par exemple des communications entre deux points, et en fait vous faire des rapports sur la qualité opérationnelle d'un applicatif. L'avantage de ces robots-là, c'est qu'on peut les positionner partout, hein, ça peut être on-prem, sur un site distant, ça peut être dans du cloud public partout dans le monde. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant effectivement ce genre de rapport parce que vous avez réellement ce que l'utilisateur a comme sensation quand il se connecte. Et les 2 services suivants qui vont effectivement concerner la sécurité, hein. Donc en appui de notre BU cyber, on aura tout ce qui sera offre mutualisée, donc on va retrouver du firewall basé sur Fortinet en l'occurrence, tout ce qui sera du WAF, donc protection des applicatifs web, des proxys mutualisés et tout ce qui sera des tunnels VPN managés. Donc ça, c'est tout ce qui est packagé dans l'offre, sachant que toutes les demandes plus spécifiques sont adressées à notre BU cyber qui prennent en charge les sujets un peu plus avancés en termes de cybersécurité. Et notre SOC, donc le SOC qui est proposé à nos clients, mais nos clients qui soient bien on-prem, cloud ou sur nos propres infrastructures. Et le gros avantage d'avoir un SOC chez NXO, c'est que toutes les failles qui sont montées, soit par les éditeurs et surtout en fait par les retours d'expérience client, en fait, on fait profiter de cette expérience-là et de cette base de données d'information, je dirais, en fait, à tous nos clients existants et notamment nos clients qui sont directement hébergés sur nos infrastructures. Donc en fait, on est en capacité d'être proactif d'une manière beaucoup plus rapide et en fait d'être en capacité de vous proposer de la remédiation avant, on espère, avant qu'effectivement que cette attaque se répande.
et ça sera mon dernier slide, en espérant que ça n'aura pas été trop long. Pourquoi nous? Effectivement, pourquoi faire confiance à NXO sur cet aspect, approche multi-cloud, alors qui va au-delà de l'approche NXO Cloud, mais c'est surtout, la maille multi-cloud, c'est-à-dire, l'interconnexion des différents clouds, l'hébergement dans nos data centers ou, la sécurisation des environnements multi-cloud. Donc c'est effectivement la capacité de maîtriser la chaîne de bout en bout. Ça veut dire qu'on ne sous-traite rien. Ça veut dire que on est en capacité de répondre en interne et d'une manière avec des degrés de certification très hauts, hein, notamment sur la partie cyber, réseau, infra, cloud, cloud et opérateur, hein, parce qu'on est effectivement aussi opérateur. Et l'opérateur arrive directement sur nos DC. Des équipes et infrastructures 100% en France. On est certifié 27001 aujourd'hui et ce sera sûrement une des questions, mais on est en cours de certification HDS. Des accueils et traitements personnalisés des demandes. Encore une fois, c'est cet aspect proximité. On a volonté effectivement d'être en contact avec nos clients, d'échanger avec nos clients. Euh, le service commun, c'est effectivement le service managé. Hein. Les niveaux de service sont communs à tous les modèles d'infrastructure, aussi bien sur le cloud, le multi-cloud et l'on-prem, avec toujours la possibilité de maintenance hardware hein, sur l'on-prem. Un SOC et un NOC commun à toutes nos offres. Les services modulables, encore une fois, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, effectivement, c'est important. Des coûts prédictibles, c'est vrai que la méthode par le haut nous permet et vous permet surtout de savoir combien ça va vous coûter et notamment combien peuvent coûter potentiellement les évolutions du SI. Comme vous avez effectivement la visibilité sur les coûts, vous êtes en capacité de vous-même en fait prédire les évolutions en cas d'évolution de la demande évidemment. Des qualités de service qui sont effectivement avancées en termes de GTR et de taux de disponibilité. Encore une fois, c'est des choses qu'on fait on-prem depuis des années. Et là, ça fait effectivement plus de 7 ans qu'on calque effectivement ce qu'on a connu chez les clients on-prem pour effectivement le mapper sur une offre type cloud mutualisé. Voilà. Moi, j'en ai fini avec la présentation. Je ne sais pas si on a des questions. Non. Si vous voulez qu'on exercice des points, n'hésitez pas. Ça marche. Ben, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et puis je vous souhaite donc une bonne journée. Merci. Au revoir.